C'est une question aussi importante que difficile, celle de la disparition de la censure cléricale. Je peux donner en tout cas mon interprétation de la chose. C'est pas juste par usure ou parce qu'il y a des transformations sociales, il y a des conditions assez objectives qui vont faire en sorte que la censure cléricale va disparaître. Ces conditions objectives, et on s'y attend peut-être pas, c'est l'invasion des crime comics américains. Ceux-ci déferlent littéralement par milliers, voire par millions, au Canada anglais et au Québec, les crime comics. On les passe à la douane ou on passe les plaques à la douane pour les imprimer. On les imprime ici au Canada et au Québec. Or, le clergé voit dans les crime comics probablement le pire ennemi qu'il a vu depuis longtemps concernant les mœurs, cette association de la sexualité et du crime. Mais il est complètement impuissant face à ce nombre-là, à cette nouvelle logique capitaliste, complètement impuissant. Il est obligé d'en appeler au bras séculier, d'en appeler à la justice, au pouvoir juridique, pour l'aider à contrôler ces imprimés-là. Alors, ce que le clergé va faire, autant canadien-français que canadien-anglais en partie, c'est de demander au ministre de la Justice de l'époque de promulguer une loi contre les crime comics, ce qui sera le cas en 1949, mais va demander ensuite, 10 ans plus tard, de promulguer une loi plus large sur l'obscénité, c'est-à-dire, dans le cas des crime comics, cette association du crime et de la sexualité. Cette loi sur l'obscénité, en 1959, fait date pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'elle marque véritablement, effectivement, la fin du pouvoir clérical. Le pouvoir vient de passer du goupillon au marteau ou de la soutane à la toge, mais en tout cas, c'est clair que le pouvoir vient de changer de lieu ou d'endroit. La deuxième raison pour laquelle cette loi-là est extrêmement importante, c'est en ce qui concerne deux ou trois procès, procès qui ont eu lieu à Montréal, tout de suite après la loi sur l'obscénité en 1959. Un procès contre l'Histoire d'eau et un autre contre l'amant de Lady Chatterley. Mais prenons surtout celui de l'amant de Lady Chatterley, qui est particulièrement important concernant le statut de la littérature dans la société. Donc, en 1959, la loi sur l'obscénité est votée, et dès que cette loi-là est votée, on saisit à Montréal des exemplaires de l'amant de Lady Chatterley, qui a eu des procès à peu près partout à travers le monde, pour des raisons, bien sûr, d'obscénité. Alors, le roman passe en cours, si on peut dire. Il y a des témoins, des critiques qui viennent expliquer ce que c'est le roman. D'autres veulent le poursuivre en montant des extraits d'obscénité, de telle sorte que le juge, et je passe les étapes parce qu'il y en a eu plusieurs, mais le juge se retrouve pris avec une question: est-ce qu'une œuvre littéraire doit être jugée comme n'importe quel autre texte ou si elle a un statut particulier? Après longue réflexion, après 2 ou 3 procès, le dernier jugement affirme qu'une œuvre littéraire a un statut particulier. Que comme juge, dit le juge, je ne peux pas me prononcer avec toutes les lumières que je voudrais, je vais plutôt me fier aux critiques littéraires qu'il a eues comme témoins. De telle sorte que, après la loi sur l'obscénité et ce procès, se crée une certaine impunité de l'œuvre littéraire en regard des autres, disons, œuvres non littéraires. Comme si l'œuvre littéraire avait autour d'elle une sorte de cercle protecteur en tant qu'œuvre littéraire, qui fait en sorte qu'on ne veut pas simplement sortir d'un extrait et dire « Regardez, ça c'est obscène », mais qu'il faut tenir compte de l'ensemble de l'œuvre, de l'intention de l'œuvre. C'est un jugement majeur qui fait date et d'ailleurs qui a encore des incidences aujourd'hui concernant l'impunité relative du littéraire. Très juste. Et ce n'est toujours pas la fin de la censure, puisqu'on va avoir quelques cas sporadiques qui vont intervenir plus tard. Oui, il y a plusieurs cas. Si la censure religieuse, disparaît à toute fin utile au tournant des années 60. D'ailleurs, les plus grands signes de ça sont la disparition de la revue Lecture, mais surtout la fin de l'index romain en 1966. Cet index date quand même de 4 siècles. L'index
Ça fait 4 siècles que l'index existait et il est vraiment abrogé en 1966. Il y a à peu près 8000 ouvrages qui ont été mis à l'index par Rome pendant ces 4 siècles-là. C'est véritablement un tournant. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de la censure, bien évidemment. Je n'insisterai pas sur un cas fort important, qui est celui des insolences du frère Untel, par exemple, qui est ambivalent, parce qu'il s'agit quand même d'un frère qui publie un ouvrage assez caustique concernant la langue, certes, mais aussi l'éducation. Mais à l'époque, les prêtres étaient obligés de soumettre tous leurs manuscrits à un conseil de censure diocésain. Si vous ouvrez, par exemple, un ouvrage d'un prêtre, vous voyez Nihil obstat et imprimatur. Le Nihil obstat veut dire que l'ouvrage a été soumis à un comité de censure diocésain qui l'a accepté. Et l'imprimatur, ça veut dire qu'à partir de là, l'évêque a accepté que cet ouvrage-là soit imprimé. Vous ne trouverez pas de Nihil obstat ou d'imprimatur dans les insolences du frère Untel. Il a contourné la chose. Alors, cela et d'autres raisons font en sorte que, effectivement, il a dû aller faire un petit séjour à Rome, un séjour d'études qu'on pourrait aussi considérer comme une punition.